le Mali ne se porte pas. Tant que nous sommes dans une situation d'insécurité, pas seulement au nord, mais dans tout le pays. Nous avons également un pays où l'administration est pratiquement en fait absente dans certaines localités. Et là où l'administration est présente, les citoyens s'en plaignent beaucoup du comportement de l'administration. Nous avons un pays où il y a beaucoup de difficultés financières en ce moment. Le salaire n'arrive pas à couvrir le mois. Il y a beaucoup de difficultés en matière de santé, en matière d'éducation. Les écoles n'ont pas de fin d'année, de début d'année. Alors donc vraiment, nous sommes dans une situation extrêmement délétère, qui est la conséquence de plusieurs années, mais on a en charge, quand je dis bien on a en charge, parce que nous sommes engagés dans la majorité présidentielle, nous avons en charge de corriger tout ça. Mais personnellement, je suis sceptique quant aux armes que nous sommes en train d'utiliser pour nous en sortir. Donc, en gros, ça ne va pas, il faut trouver des ressorts pour répondre. Vous dites que vous faites partie, effectivement, le SADI fait partie de la majorité présidentielle. Vous connaissant depuis l'époque de l'AEM jusqu'à aujourd'hui, en passant par tous ces gouvernements, ces présidents, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que le SADI maintient sa participation à la mouvance présidentielle qui gère le Mali comme vous venez de le présenter? Oui, c'est l'extrême fragilité du pays qui nous commande à vouloir être dans une majorité pour pouvoir apporter ce qu'on peut faire pour éviter que le Mali ait plus mal. C'est l'extrême fragilité. D'une part, cela a une histoire aussi. Ce que nous avons participé à l'élection de Ibrahim Boubacar Keïta, au deuxième tour des élections. Nous ne voulons pas nous le dire, puisqu'il a parlé de changement et nous sommes inscrits dans cette volonté exprimée du changement. Alors donc, nous devons jouer notre partition pour qu'il y ait le changement et donc aller de bonne foi et jusqu'à ce qu'on l'obtienne. Si on ne l'obtient pas, nous tirerons les enseignements de cette situation. Ceci dit, je dois dire que nous ne sommes pas membres, nous ne sommes pas dans le gouvernement, nous n'avons aucune responsabilité pratiquement dans l'Assemblée nationale, à la dimension de notre poids politique. Mais nous continuons quand même, malgré tout, à dire ce qu'on pense, à faire des propositions et pour pouvoir avancer. Voilà ce qu'on peut faire si cela peut éviter à ce que le pays ait plus mal que ça. Je crois qu'il y a un peu plus d'un mois, j'ai lu que vous étiez allé à Kidal. Oui. Ces dernières semaines aussi, on a vu une montée de tension, une montée de pression au nord du Mali, plus particulièrement à Tabakor, où le Gatia, donc, qui est un mouvement d'autodéfense composé d'Arabes et de Touaregs, ont pris des armes pour refuser, selon les termes du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, d'être assujettis par le MNLA et ses alliés. Et compte tenu de tout ce qui s'est passé, la MINUSMA qui est là-bas, qui est une mission quand même onusienne, qui est censée rétablir la paix, et il se trouve aujourd'hui que les Maliens reprochent à la MINUSMA de tirer sur la population malienne. Vous, déjà, comment vous présentez toute cette situation-là, et ensuite, comment vous l'analysez? D'abord, je dois vraiment marquer ma différence avec le président de la République pour dire que pour moi, il n'appartient pas à des mouvements d'autodéfense de pouvoir refuser l'assujettissement. Il appartient à une république qui a une armée des institutions fortes d'arrêter l'assujettissement de quelque communauté que ce soit. Ce travail n'appartient pas à une communauté, je ne peux pas le saluer comme tel. C'est la responsabilité de l'État. Et nous arrêtons de faire porter nos responsabilités à d'autres, à des citoyens, ce qui peut conduire à une situation beaucoup plus dramatique. Et ça, c'est en clair. Ce message, je n'adhère pas à ces propos. Par contre, je dois dire que ce qui s'est passé à Tabakor, nous avons condamné la situation. Nous avons condamné la situation des tirs, les morts d'hommes, la violence qui a eu lieu à Gao. Nous l'avons condamné. Et nous avons condamné, mais après nous avons approché l'aménagement.
chez l'aménagement et nous sommes encore en train de recouper les informations. L'aménagement et l'État malien, l'aménagement a nié ce qui s'est passé, a nié d'avoir donné des ordres pour tirer, a nié le fait que des gens de l'aménagement aient tué. Mais l'aménagement a dit qu'elle engageait une enquête pour savoir la vérité. L'État malien aussi a dit qu'il allait engager des enquêtes pour savoir la vérité. Et nous sommes en attente des résultats de ces enquêtes. Mais déjà, déjà les informations que nous avons reçues de l'aménagement avant l'aménagement, nous savons que Tabancor, ce que vous devez savoir, c'est que Tabancor est une zone, selon l'aménagement, qui ne fait pas partie des 6 zones à conflit. Donc, selon l'aménagement, Tabancor est une zone qui a été investie par la plateforme. Au moment où l'aménagement même s'y trouvait, des populations s'y trouvent, l'aménagement s'y trouve, et Tabancor a été investi par la plateforme. Quand Tabancor a été investi par la plateforme, et Tabancor a été encerclé, et les autres mouvements qui savent que Tabancor est un lieu très très stratégique, au point de vue géostratégique, mais en même temps, Tabancor est le lieu où se trouve la drogue, où se fait le commerce de drogue, se fait le commerce d'armes, de munitions. Tabancor est un lieu où il y a beaucoup de points d'eau. Donc c'est un endroit extrêmement sensible et extrêmement stratégique. Donc tous les mouvements viennent s'abreuver à Tabancor, parlant justement de ceux qui, dans les différents mouvements, que ce soit la plateforme ou que ce soit la coordination, qui sont versés dans la vente de drogue, dans le trafic de drogue. Donc le narcotrafic s'effectue de façon intense à Tabancor et chaque mouvement, aucun des mouvements ne veut justement que l'autre lui ravisse la vedette à Tabancor parce que c'est une manne importante. Et certaines indiscrétions nous font comprendre qu'il y a même de la drogue présentement enfouie à Tabancor, ce qui explique en fait que c'est devenu un enjeu. Alors donc, selon l'aménagement, parce que nous les avons approchés, selon l'aménagement, il y a la plateforme qui a investi Tabancor et immédiatement la coordination des mouvements est venue encercler, le MLA donc est venu encercler Tabancor. Et quand ils ont encerclé Tabancor, les gens de la plateforme n'avaient aucune chance de s'en sortir parce que très peu nombreux par rapport donc aux gens de la coordination. Alors donc, mais ce qui s'est passé de nouveau, c'est que la plateforme, disons, le MLA s'est mis à tirer en direction de la plateforme. Mais ces tirs pouvaient bel et bien tomber que sur l'aménagement et sur les populations civiles. L'aménagement a fait des tirs de sommation et lorsque la voiture qui tirait n'a pas obtempéré, l'aménagement a envoyé un avion pour écraser donc la voiture qui faisait ce tir-là. Ce qui a entraîné une furie au niveau donc, des mouvements de la coordination, ce qui a entraîné des manifestations à Kidal contre l'aménagement, parce qu'à Kidal, on a estimé que l'aménagement a fait partie pris dans cette guerre-là. Alors donc, les gens de l'aménagement, d'après ce qu'ils nous ont dit, ils ont demandé donc à leur force de ne pas tirer sur la population. Et la population à Kidal donc a saccagé les locaux de l'aéroport et puis quelques points que l'aménagement contrôlait. Et l'aménagement s'est retiré donc dans leur base. Alors maintenant, au moment où Kidal était en train d'applaudir, de saccager les instruments, les instruments de l'aménagement, Gao était dans la rue applaudissant, dansant, chantant, rehaussant l'aménagement. Le hic a été que l'aménagement aurait signé un accord qui déclarait la zone, un certain nombre de zones tampons, zones où ne devrait circuler ni armes ni hommes armés. Mais l'aménagement rétorque que cette proposition, le fait que cette proposition a été faite justement par la plateforme qui tenait coûte que coûte à être désassistifiée, si je peux me permettre cette expression, de l'étau donc de la coordination. Alors, mais l'aménagement reconnaît que lorsqu'ils ont signé cet accord-là, c'était à la demande donc, de la plateforme. Maintenant, ils se rendaient à Gao pour que la plateforme aussi signe le même accord. Mais le problème, c'est qu'entre les deux, avant qu'ils n'arrivent à Gao, la chose a été complètement vidée de son contenu et il y a eu beaucoup de manipulations. Un faux document a circulé
l'Azawad et mettant le logo de la MINUSMA. Mais docteur Marco, C'était un parti qui n'avait pas d'entête. docteur Marco, sans vous interrompre, hein, Oui. est-ce qu'aujourd'hui, au regard de tout ce que vous venez de m'expliquer par rapport aux agissements de la MINUSMA, est-ce que la MINUSMA est dans son rôle? Est-ce que nous, Maliens, pouvons toujours compter sur la... Mais vous savez, je vais être très clair avec vous. Je n'ai jamais accepté la présence ni de la MINUSMA, ni de Serval devenu Barkhane. Je n'ai jamais accepté. Nous avons toujours dit, et vous êtes bien placé pour le savoir, avec les précédentes interviews que j'ai eu à donner. Et si je suis allé à Kidal, c'était dans l'objectif justement de faire en sorte que l'on puisse comprendre qu'on a à nous parler entre nous-mêmes Maliens et à faire taire les armes et à dessiner nos contours pour notre pays et ensemble à engager un combat contre le terrorisme et à engager un combat pour le développement de notre pays. Et j'ai pensé toujours et je pense toujours que cela est possible. Mais aujourd'hui... Je suis obligé de vous raconter cette situation. Aujourd'hui, je suis obligé de vous raconter tout ça parce qu'il y a de grosses manipulations qui sont en train de se faire en ce moment-là. Parce qu'il y a des gens aussi dans les coulisses qui disent qu'il y a une manipulation qui est en train de se faire pour chasser l'aménagement afin que Barkhane puisse avoir les coulées franches complètement au nord. Donc, vous voyez. Donc, pour moi, autant je reprouve ça, autant je reprouve le fait qu'au Mali, on ait des milices pro-maliens, des milices. Il n'y a pas de pro-maliens. Moi, je refuse l'existence de milices, vous savez. Mais ce que je souhaite simplement, c'est qu'il y ait une armée qu'on doit construire forte. Si ces milices-là peuvent être d'un grand intérêt pour la République, au lieu d'être milices qui portent une guerre, qui portent le combat contre l'assujettissement, ils doivent être simplement recrutés comme des soldats de l'armée régulière. Et maintenant, on engage le dialogue avec ceux qui ont pris les armes, c'est-à-dire la coordination. Si le dialogue ne marche pas, on a une armée qui fait une guerre légitime. Mais l'armement des communautés, de gauche à droite, pour répondre à un besoin je ne sais pas comment, de combattre l'esclavage ou l'assujettissement dans une zone, à mon avis, cela n'est pas du ressort donc de la milice, cela n'est pas l'attitude d'un État démocratique et républicain. Mais aujourd'hui, quand le président de la République, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, s'est déplacé à Gao, est-ce que ses propos sont rassurants quant à la Suisse? C'est-à-dire qu'en aucun moment, il met de la pression sur la MINUSMA, en aucun moment, il met la pression sur la mission Barkhane. Il demande aux Maliens qui ont eu des membres de leur famille tués de ne pas prendre pour responsables ceux qui sont accusés par ces mêmes Maliens d'avoir tiré. Est-ce que nous avons aujourd'hui les responsables qu'il faut pour mener à bien ce combat-là, c'est-à-dire de libération totale du territoire malien et de l'intégrité territoriale? Mais moi, je vous dis une chose. Si c'est avéré que la MINUSMA a tiré sur la population, la MINUSMA n'a aucune raison d'être en République du Mali. Mais est-ce que nous avons les moyens d'enlever la MINUSMA du Mali? Comment? Est-ce que nous, Maliens, avons la possibilité, avons les moyens de demander... Mais tant qu'on va continuer à mettre l'armée entre parenthèses, tant qu'on va continuer à encourager des communautés à s'armer, mais il est clair que notre comportement rend la MINUSMA indispensable. C'est une réalité. Il faut commencer par quelque part. Alors donc, le problème c'est que nous refusons d'être nous-mêmes. Nous refusons d'assumer les charges d'un État républicain et d'un État démocratique. Et imaginez simplement, moi je suis allé à Kidal. J'ai atterri à Kidal. J'ai discuté avec les gens. Les gens de Kidal nous ont dit qu'ils sont prêts à recevoir une délégation de l'Assemblée nationale du Mali pour débattre de ce qui s'est passé le 17 et le 21 mai dans cette à Kidal là-bas. Mais je suis venu, j'ai rendu compte à l'Assemblée nationale. Personne n'a répondu. Justement, docteur Mariko, docteur Mariko, vous parlez des événements qui ont eu lieu en mai 2014 lors du déplacement de Moussa Mara à Kidal. Justement, lors de ce déplacement, est-ce qu'il n'y a pas eu un sabotage du déplacement de la deuxième personnalité de l'exécutif malien dans un endroit que toute la communauté internationale reconnaît comme faisant partie du Mali? Est-ce qu'il n'y a pas eu sabotage
pur et simple de l'amunissement et de Non, l'armée française. écoutez, je vais être obligé de dire exactement ce que j'ai dit avant de rentrer dans la commission d'enquête parlementaire. Je suis membre de la commission d'enquête parlementaire sur le 17 et le 21 mai. J'ai un devoir de réserve jusqu'à ce que la conclusion soit tirée. Mais ce que je vous dis, ce que j'ai dit avant d'adhérer à la commission d'enquête parlementaire, je vais le répéter. Je ne serai pas demandé certainement par les conclusions de la commission. C'est-à-dire, j'ai dit à l'époque, et je maintiens, que Kidal fait partie intégrante de la République du Mali. Et j'ai dit, et je le maintiens, que le voyage du Premier ministre dans une zone aussi importante en termes d'insécurité, un tel voyage se prépare. Je dis que les raisons du voyage sont suffisamment superficielles pour justifier que le Premier ministre aille exposer des gens dans une situation de cette nature-là. Mais même aux États-Unis ou en France, vous pensez que le chef de l'État français ou le Premier ministre français va oser aller quelque part, on a vu Sarkozy et les banlieues, va oser partir quelque part sans prendre le minimum de précaution quand il sait que c'est des milieux qui sont hostiles. Les milieux peuvent être hostiles dans un gouvernement, même dans un pays où il y a de la normalité, mais dans un pays où il y a des combattants armés quelque part, où il y a quand même une administration qui est présente. Quand le chef de l'exécutif doit aller dans cet endroit-là, il doit prendre le minimum de risque. Et je pense que le minimum de précaution. Je pense que le risque était trop grand, le voyage n'a pas été préparé, et à mon avis, c'était insensé. Donc, vous pensez qu'il y a eu amateurisme de Moussa Mara lors de ce voyage-là? Comment? Est-ce que vous pensez qu'il y a eu un amateurisme du Premier ministre Moussa Mara pendant la préparation de ce déplacement à Kidal? C'est pire qu'un amateurisme. J'ai quelque part, c'est pire qu'un amateurisme. C'est pire qu'un amateurisme et je ne veux pas m'aventurer davantage parce que, comme je l'ai dit, si je n'étais pas membre de la commission d'enquête parlementaire, j'aurais parlé plus que ça. Si on aura l'occasion. Plus que ça, mais je préfère ne pas parler tant que la commission n'a pas déposé. Nous aurons l'occasion après la commission. Autre chose, vous, Oumar Mariko, qui avez quand même dirigé l'AEM, qui était spécialiste dans des mouvements de masse. Chaque fois que le mouvement voulait se faire entendre, il se faisait entendre. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les Maliens ne sortent pas dans les rues pour réclamer une droiture de la France dans son émission dans le conflit malien? Pourquoi les populations ne sortent pas dans les rues de Bamako, dans les rues de Sikasso, de Gao, partout, pour réclamer plus d'humanisme dans le traitement du Mali et donner une force à la diplomatie malienne? Il est difficile pour moi de répondre à cette question parce que au Mali, on manque vraiment de lisibilité. Moi, la question que je me pose, avec tout ce que vous venez de dire, la question que moi-même je me pose, pourquoi les Maliens ne se mobilisent pas dans le parti de Oumar Mariko, étant donné que beaucoup de Maliens disent, oui, ce qu'il a dit hier, il a eu raison aujourd'hui. Pourquoi les gens ne se bousculent pas aux portes de notre parti pour pouvoir suivre le leadership de celui qui a pu incarner à un moment donné un combat politique d'histoire et qui a réussi aujourd'hui à avoir raison de tout ce qu'il avait dit hier et qui soit réalisé. Moi, je n'ai pas trouvé de réponse à cela. Peut-être que, docteur Mariko, peut-être que vous avez une mauvaise communication. Bon, c'est possible, mais à l'époque, j'ai soulevé des foules ici pendant longtemps. Oui, mais comment ça se fait aujourd'hui que... Non, c'est pas que je n'ai pas de... C'est pas un problème de... C'est parce que justement, la communication, ça exige des moyens. On ne peut pas mener le combat que je mène et avoir des moyens. Et donc, la communication, c'est des moyens où ça demande des militants engagés et qui ont les moyens d'apporter leur contribution. Mais il se trouve que c'est ceux qui sont justement démunis, ceux qui ont des difficultés, les pires problèmes, les pires années du monde, qui se mobilisent autour de nous et que ceux qui en ont un peu de moyens peuvent se servir de nous comme marche d'escalier, comme ils ont toujours fait. Alors là, aujourd'hui, je refuse de leur donner la possibilité de nous se servir de nous comme marche d'escalier. Et c'est ce qui pourrait peut-être expliquer que la communication, elle ne porte pas. Très bien. Est-ce que, dernière chose, est-ce qu'il y a des motifs d'espoir aujourd'hui quant à la situation globale du Mali, aussi bien sécuritaire, aussi bien financière, économique, alimentaire, estudiantine, éducation nationale? Est-ce qu'il y a des motifs d'espoir quelque part au Mali?
savez, j'ai toujours dit à quelqu'un que moi, tant que je peux me battre, je dis qu'il n'y a pas de raison de ne pas espérer. Et moi, je sais que je peux continuer à me battre. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant pour moi, c'est que de plus en plus, il y a des clarifications qui sont en train de se faire au Mali. Alors donc, c'est lent, mais il ne faut pas trop, faut peut-être pas être pressé. Les choses s'éclaircissent au fur et à mesure. C'est vrai que ce n'est pas la dimension de celui qui a pris conscience tôt. Les gens ne prennent pas conscience rapidement au même degré, avec la même rapidité. Je disais à des paysans l'autre jour qui sont venus me voir parce que des cotonculteurs, parce qu'ils ont des problèmes avec leur chef qui est soutenu par le ministre de l'Agriculture, je leur disais que nous sommes le seul pays où un homme politique et son parti se mettent au service des masses. Et les masses, au lieu de se mobiliser dans ces rangs, vont se mobiliser ailleurs. Et après, maintenant, quand ils sont en difficulté, ils cherchent à savoir comment ce personnage et son mouvement peut leur sortir de l'ornière. Je dis, je refuse aujourd'hui ce travail-là. Si vous voulez, on fait un travail scientifique, on travaille sur la base de vos revendications et de notre vision, et on avance en ce moment où vous êtes. Dans le cas contraire, on n'est plus là pour servir, comme je l'ai dit, une démarche d'escalier pour les politiciens, encore moins pour des associations qui militent de gauche à droite pour des droits corporatistes. Très bien. Merci, Dr Oumar Mariko, de nous avoir accordé cette interview. Vous êtes notre infréquentable. Chaque fois qu'on a besoin de vous, vous répondez positivement. On vous en remercie. Tous les spectateurs et auditeurs de RP Media vous disent merci. Et on vous souhaite beaucoup de courage au sein du parti Saadi pour faire des choses positives au Mali.